Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 172. Et dans cette chronique, je vais citer un article fort intéressant, qui n'est pas de moi, mais de certains travaux que je possède dans mes différentes archives, vont dans ce sens. Alors, je vais citer cet article que je trouve fort intéressant parce qu'elle est un condensé, je dirais, réducteur, mais non réductrice, ça veut dire simplement dans le fait qu'elle ne trahit pas l'idée, et surtout, je dirais, l'analyse globale, puisque beaucoup aujourd'hui se font les chantres de l'anticommunisme. Il ferait mieux regarder un petit peu dans leur besace pour savoir dans quelle situation se trouve leur système éducatif. N'oublions pas que beaucoup d'éléments venant de l'Union soviétique jusqu'à la RDA, donc jusqu'à la République démocratique allemande, ont influencé des pays comme la Finlande ou même la Suède ou les pays scandinaves en matière sociale. Je prends l'exemple de la problématique en Allemagne capitaliste des jardins d'enfants, plus précisément de la garde d'enfants. Alors, l'Allemagne fédérale, qui avait pénurie, effectivement, pour garder ses charmants bambins, puisque cela n'était pas au goût du jour, concernant, je dirais, la mise en place de structures pour les enfants. Ils ont constaté qu'en Finlande, effectivement, cela fonctionnait bien. Alors l'homologue allemand s'est adressé à son homologue finlandais pour lui demander quelle était sa recette. Et tout bonnement, l'homologue finlandais lui rétorqua que les structures sociales concernant la garde des enfants, et plus particulièrement je dirais, la mise en place de structures, étaient calquées trait pour trait sur la République démocratique allemande, qui, cette dernière, était également sous influence de l'Union soviétique. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet et vous citer cet article fort intéressant. Il s'intitule « Pourquoi le système éducatif du RSS était un des meilleurs au monde ». Je sais que beaucoup de gens vont dire « Oui, non, mais c'est pas possible, c'est inadmissible ». Je vous envoie à faire des recherches à froid, excusez-moi de l'expression, mais dénuées de toute hystérie comportementale et cognitive, pour ne qu'analyser finalement la structure en elle-même, en étant bien entendu objectif. Alors tout cela, bien entendu, nous le devons à Lénine. Bien sûr, l'Union soviétique est parvenue à créer un système éducatif rendant possible la réalisation d'une ambitieuse modernisation, permettant quant à elle de devenir l'une des deux superpuissances mondiales du siècle dernier. Des réformes approfondies ont ainsi touché l'ensemble du processus éducatif, à commencer dès le jardin d'enfants, que je viens de citer. Alors, n'oublions pas que Vladimir Poutine est un pur produit de l'Union soviétique, et je dirais même un de ses meilleurs produits, puisqu'aujourd'hui il en est je dirais le digne représentant, puisqu'il dit lui-même, ne pas regretter l'Union soviétique, c'est de ne pas avoir de cœur. Et Vladimir Poutine, qui fut un enfant pauvre de Saint-Pétersbourg, a bénéficié effectivement de toute cette instruction, lui permettant effectivement de combiner à la fois le judo, dont il est un maître, et en même temps des études de droit, et à travers effectivement le KGB, où il fit, je dirais, carrière. Alors reprenons cet article. Avant la révolution de 1917, on ne dénombrait qu'une dizaine de jardins d'enfants à travers l'ensemble du vaste empire russe.
Tout a cependant drastiquement changé suite à la prise du pouvoir par les bolcheviks. Vous savez, ceux qui ont les couteaux dans les dents, les, les terroristes selon certains. Alors, ces bolcheviks qui désiraient concrétiser leur slogan en faveur de l'égalité des femmes et de leur implication active dans toutes les sphères de la vie sociale, et cela impliquait justement le développement d'un réseau d'établissements préscolaires. Alors le fondateur de l'État et de la Révolution, le fondateur de l'État moderne soviétique, Vladimir Lénine, qualifiait les garderies de jour et les jardins d'enfants germe du communisme, alors dans ce sens positif, qu'on appelle la mise en commun. N'oublions pas que, effectivement, cette expérience a été utilisée également chez les Israéliens sous la forme du kibbutz. Alors, selon lui, ces structures pouvaient en fait libérer la femme, diminuant véritablement et supprimant son inégalité face à l'homme en accroissant son rôle dans la production et la vie sociale. À partir du début des années 20, le réseau de jardins d'enfants a ainsi commencé à s'étendre, non seulement dans les villes, mais également dans les campagnes. En 1941, 2 millions de petits garçons et de fillettes étaient par conséquent confiés aux soins de ce type d'établissement durant les années 30 qui ont suivi. Leur nombre explosera pour atteindre les 12 millions. En 1959, un nouveau système a été établi plus exactement, fusionnant les garderies de jour et jardins d'enfants, et l'État se chargeait alors de prendre soin des enfants entre leur 2e anniversaire et leur 7e âge, où ils pouvaient enfin faire leur entrée scolaire, étant bien préparés. Vous voyez déjà, je pense que les pays capitalistes qui ont certes des systèmes élitistes extrêmement performants, mais qui ne s'adressent pas à tous, dans ce cas d'espèce, il n'y a pas à proprement dit de problématique de classe. Alors, avant la révolution bolchevique, le taux d'alphabétisation de l'Empire était extrêmement bas. Quand je parle avant la révolution bolchevique, je parle de l'Empire du Tsar, que certains voudraient réhabiliter. Il faudrait peut-être sortir un petit peu d'une lecture romanesque et aller réellement, je dirais, dans l'analyse froide de la situation de l'époque. Alors, à la toute fin du XIXe siècle, seulement 21% de la population était en effet lettrée. Les soviétiques ont alors initié la fameuse campagne du Lipkez, un acronyme pour éradication de l'illettrisme, et tout un réseau de bureaux spécialement prévus à cet effet a été créé dans le pays. Toutefois, les résultats se sont fait attendre puisque, en 1926, seulement 1 million d'individus avaient pu sortir de l'analphabétisme grâce à ce système. Néanmoins, en 1939, 40 millions de personnes illettrées avaient d'ores et déjà acquis des compétences de base en lecture et en calcul grâce au programme éducatif du Lipkez. Donc, la véritable percée est cependant survenue en 1930 lorsque l'éducation primaire universelle a été mise en place en URSS au début des années 40. Le problème d'illettrisme de masse appartenait déjà, je dirais, désormais au passé. Toutefois, comme le rappellent les contemporains, il était difficile pour les écoles existantes d'accueillir les flots de nouveaux venus suite au décret sur l'éducation universelle. Les écoliers devaient donc être divisés en 3 groupes. Les plus jeunes commençaient les cours à 8 h et finissaient à midi, venaient ensuite les élèves d'âge intermédiaire et enfin les plus âgés étudiaient à partir de 18 h jusqu'à 22 h, voire parfois même un peu plus tard pour des questions de soutien. La première décennie d'existence de l'URSS ont été une époque importante, je dirais une époque phare, voire pionnière, ou d'importantes, je dirais, expérimentations dans le domaine de l'éducation. L'une d'elles a concerné l'histoire. Cette matière, en effet, alors été privée de statut de discipline à part entière.
Les événements historiques ont par conséquent commencé à être enseignés de manière chaotique durant, je dirais, des cours d'autres sciences sociales, et ce n'est qu'en 1934 que l'histoire a été réhabilitée et fait son retour de manière indépendante dans les écoles. La Seconde Guerre mondiale a affecté négativement toute l'infrastructure éducative, ce qui, à mon sens, est évident. Plusieurs années ont été nécessaires pour réparer les dommages causés par l'invasion du funeste Hitler, et les autorités ont été en effet, je dirais, à cette époque-là, réalisées un impressionnant, je dirais, effort afin d'augmenter le niveau de l'éducation secondaire, qui s'était affaissé durant le conflit. Alors, une attention accrue a alors été accordée à chaque élève, en particulier les privilèges de corps enseignants qui ont été introduits d'une qualité supérieure. Et dans le contexte de la guerre froide et les compétitions technologiques s'intensifiant, in fine, l'État soviétique a de plus en plus porté son attention sur les sciences exactes, et notamment les mathématiques. On dit que le véritable boom des mathématiques a commencé ici à la fin des années 50. Des écoles spéciales consacrées à cette discipline ont alors vu le jour, et ce sont ces établissements qui ont permis les accomplissements du programme spatial soviétique à partir de cette décennie. N'oublions pas qu'ils ont été les premiers à envoyer dans l'espace un cosmonaute. Alors, au-delà de l'éducation scolaire en tant que telle, il existait en URSS tout un réseau de clubs spéciaux que les élèves pouvaient rejoindre gratuitement afin d'étudier un large panel de domaines, de la photographie au design aéronautique. N'oublions pas que la Corée s'inspire également, puisqu'après le travail ou l'université, les élèves ou les employés ont la tâche d'accomplir, dans le cadre de leur travail, un développement passionné, passionnant d'un hobby personnel. Donc, vous voyez comment beaucoup de pays ont réfléchi effectivement à ce dynamisme, car n'oublions pas que l'Union soviétique est partie de rien. Donc, beaucoup de pays, comme par exemple la Corée du Sud, pour ne citer qu'elle, sont partis également de rien. Alors, les capitalistes ne veulent pas, bien entendu, qu'on se fasse mention, alors ils font du révisionnisme, hein, mais les archives sont là, et les nombres de travaux par des spécialistes sont là pour le démontrer. Il suffit finalement d'aller glaner à droite et à gauche les informations pour s'en apercevoir. Alors, effectivement, il serait difficile d'évoquer le système éducatif soviétique sans mentionner les pionniers, l'équivalent local des scouts. Bien que leur activité possédait un certain parfum, je dirais, de dimension fortement teintée de philosocialisme, ils étaient par essence principalement impliqués dans les actions comparables à du volontariat, par exemple collecter des papiers usagés ou des pièces de métal pour un usage ultérieur. Ils développaient également un sens de l'auto-organisation et l'aide des anciens. Et pendant les périodes de vacances, organisaient des réseaux ferroviaires à leur dimension, travaillant sur de la mécanique, comprenant finalement au fond le monde dans lequel ils vivaient. Nous avons exactement, en cas d'espèce, je dirais, la même notion, la même considération dans la République démocratique allemande avec le FDJ, la fameuse, je dirais, jeunesse libre démocratique allemande. L'important et l'accent donné à l'éducation de chacun est de comprendre et de s'enrichir et de faire que finalement, au fond, la vie n'est pas un parti de plaisir, mais on peut effectivement apprendre d'une façon ludique. Alors revenons à l'URSS, qui a également utilisé ses ressources pour développer l'éducation supérieure. Et juste après la Révolution, les bolcheviks ont établi de nouvelles universités, et bien encore ont été fondées, je dirais, on peut dire même bien plus encore, ont été fondées dans les années 30, lorsque le programme d'industrialisation à large échelle nécessitait un grand nombre de spécialistes. Plus tard, à partir des années 50, une nouvelle vague d'instituts et d'universités a vu le jour, jusqu'en 1975. L'URSS comptait près de 5 millions d'étudiants dans l'enseignement supérieur. Certains de ces étudiants étaient étrangers, car il y avait des relations avec des pays philosociales,
aux philo-socialistes, comme l'Algérie, où aujourd'hui on sait que toute l'armée algérienne a été formée à Moscou, dans différentes académies militaires. Pour ne citer que l'Algérie, je pourrais citer l'Irak, la Syrie, et d'autres pays d'Afrique et d'autres pays du Moyen-Orient. Alors, comme je le disais, certains pays, selon l'article de ce qui est défini, certains pays étaient issus des pays en voie de développement, entreprenant, je dirais, ou entretenant de bonnes relations avec l'Union soviétique. En 1960, les autorités soviétiques ont d'ailleurs créé l'Université de l'amitié des peuples. Tiens. Son but officiel était d'offrir une opportunité aux jeunes, notamment à ceux issus des milieux défavorisés d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique, obtenant une formation, je dirais, de qualité et adéquate. Étudier dans un établissement de l'enseignement supérieur en URSS impliquait non seulement d'engranger de vastes connaissances, mais également d'être familiarisé au travail manuel. En effet, durant l'été, les étudiants formaient ce que l'on appelle les brigades étudiantes de construction, qui étaient déployés sur d'importants chantiers du pays. L'idée derrière cela, bien entendu, était de fournir aux jeunes un sens aiguisé de l'éthique du travail, basé sur le respect de ce dernier. Il n'y avait pas la problématique entre l'université et le monde de l'entreprise. Alors, c'est en cela que l'Union soviétique fut un système, dans son système éducatif, un des meilleurs du monde. Voilà, je pense que c'est d'abord un peu commenté tout en lisant cet article. Je trouve l'article fort intéressant et fort honnête, où il serait bon de se rappeler de temps en temps que les dimensions sociales de l'Union soviétique, qui reste encore aujourd'hui un exemple, puisque certains outils de ce système éducatif ont été empruntés par des pays à dimension capitaliste, mais il est bon ton de le dire et de le rappeler. Voilà, je voulais un petit peu corriger cette injustice qui est faite à l'égard de l'Union soviétique. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique. Au revoir et merci.